Salut à tous, alors c'est Frédéric Delavier. Alors ce soir, je voulais vous faire une petite vidéo pour vous parler d'un sujet qui me touche parce que j'ai vécu en tant que directeur d'association et en même temps employé dans une association. Donc je voulais vous parler des associations en France, du système des associations qui est souvent, alors pas tout le temps, mais très souvent, un système de récupération d'argent sur l'État et un moyen de prendre de l'argent et de vivre sur l'argent des contribuables sans faire grand-chose. C'est une façon un peu pour l'État, si vous voulez, de s'acheter la paix, la paix des pauvres. Mais, plus que ça, les associations, à un certain niveau, sont aussi un moyen de tirer des millions d'euros par certaines personnes qui sont particulièrement aguerries dans on va dire la finance, dans le fait de jouer avec l'argent et aguerris dans la connaissance des lois et du fonctionnement de l'État. Et les associations permettent à certaines personnes de tirer des millions d'euros. Alors il y a des associations qui sont faites pour calmer les pauvres et d'autres associations qui sont en fin de compte des espèces d'organisations mafieuses qui n'osent pas dire leur nom, puisqu'à ce niveau-là, l'argent tiré sur l'argent des contribuables, ce sont des sommes qui vont jusqu'en millions d'euros et qui en fin de compte sont des associations de vol de l'argent du contribuable. Alors là-dessus, il y a aussi des associations qui sont formidables. Il y a des associations qui s'occupent, par exemple, je pense, pour aider les gens, pour la réanimation, pour apprendre aux gens. Par exemple, la Croix-Rouge est une association qui forme des gens, par exemple, à connaître les premiers gestes pour sauver la vie des individus et qui sont en même temps des associations qui permettent à des gens dévoués d'aller sauver d'autres personnes. Alors il y a la Croix-Rouge, il y a d'autres... il y a beaucoup d'autres associations qui sont excellentes, bien sûr, mais malheureusement, les associations sont souvent un ramassis de petits escrocs ou de pauvres qui essayent de survivre, et parfois de gros escrocs. Alors maintenant, je vais vous parler de ma vie. Moi-même, j'ai eu une association qui m'a permis, en fin de compte, de justifier mon travail et de me faire payer quand je travaillais au monde du muscle, donc quand je faisais des dessins, car c'était beaucoup plus simple de me faire payer sur le nom d'une association et je récupérais cet argent à l'époque, il y a plus de 20 ans, je récupérais cet argent en achetant du matériel au nom de l'association et j'employais un ami qui s'occupait de la gestion et de son côté, mon ami avait une association et m'employait lui-même. Donc, c'était des échanges, si vous voulez, mais je fournissais un travail de création. C'était un moyen pour moi de toucher des aides d'État pour continuer à créer, pour continuer à enseigner, car je n'aurais pas pu, sans ces aides d'État, à la base, avoir les moyens, justement, de pouvoir créer quelque chose, d'avoir les moyens, avoir une rétribution correcte, puisqu'en général, j'étais juste payé à peu près le prix que je dépensais pour pouvoir faire mes créations. Et l'argent de l'État me permettait à ce moment-là de vivre. Mais ce n'est pas normal, parce que dans un pays où un homme doué comme moi est obligé de vivre sur un système d'association, c'est qu'il y a un problème. Maintenant, je vais expliquer les arnaques qu'il y avait dans les associations. Il y avait, quand j'étais jeune, une association qui s'appelait Eurolep. Alors Eurolep, c'était une association qui avait pour but d'aider, en général, les chômeurs ou les gens qui étaient au RSA, alors avant c'était plutôt au RMI, à s'intégrer dans la société. Alors, cette association organisait des rencontres, on était obligé d'y aller, autrement on n'avait plus notre RMI, qui était l'ancien RSA, on ne pouvait plus le percevoir si on ne montrait pas qu'on avait de la bonne volonté, qu'on voulait essayer de s'intégrer dans la vie en allant justement dans ces associations qui faisaient des formations pour les gens qui justement avaient des problèmes d'intégration et étaient au RMI, qui était l'ancien RSA. Donc il y avait cette Eurolep. Et je me souviens en tant qu'artiste, puisque moi j'étais
dessinateur à l'époque, réellement dessinateur, et j'avais du mal à vivre, donc j'ai utilisé les associations pour me rapporter un petit plus, pour pouvoir, en fin de compte, vivre tout simplement, car j'étais quelqu'un d'honnête, mais il m'était impossible de vivre de mon travail, hein, de mon art, on va dire de mon savoir, qui était énorme, puisqu'après mon savoir a été reconnu dans le monde entier, mais bon, j'ai pu bénéficier de cette aide d'État qui m'a permis, malheureusement, euh, qui m'a permis de vivre et de survivre quelque temps, malheureusement, dans un pays normal. Une personne douée devrait être tout de suite reconnue. Nous sommes dans un pays de caste, donc ce n'est pas évident. Donc, j'allais justement dans ces associations, et là, c'était des associations qui organisaient pour les gens comme moi, pour les artistes au RMI, donc au RSA, qui organisaient des rencontres pour leur apprendre à se présenter et à s'intégrer dans la société et à vivre de leur art. Alors je me souviens qu'en fin de compte c'était des grandes arnaques puisque les associations n'avaient pas pour but enfin, réellement d'aider les gens, avaient surtout pour but de faire vivre les dirigeants et les employés de ces associations qui étaient souvent des petits margoulins qui vivaient en faisant croire à des artistes ratés qu'ils allaient pouvoir s'en sortir en leur créant des formations bidons, histoire en fin de compte de valider leur association bidon qui récupérait de l'argent de l'État. Alors je me souviens être allé dans ces associations et à ce moment-là, j'étais entouré, et c'était triste, hein, de gens qui se croyaient artistes, hein, à part quelques-uns, et qui en fin de compte n'avaient aucun avenir. Je me souviens d'une caissière qui voulait être chanteuse, c'était bien triste, hein, et qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je suis caissière, mais je voudrais être chanteuse pour chanter et passer à la télévision. C'était réellement ça qu'il y avait, et c'était en fin de compte des associations qui vivaient sur les paumés en leur faisant croire qu'ils allaient pouvoir s'intégrer en leur créant des formations bidons. Alors là, c'était des formations pour présenter des CV, apprendre à se vendre, hein. Je me souviens d'une pauvre nana qui voulait être actrice après avoir pris des cours de théâtre je crois, en MJC, en Maison de la Jeunesse. MJC, c'était les maisons financées par c'était les organisations financées par les communes, par les villes, hein, des banlieues, hein, qui donnaient des cours de théâtre pour occuper les jeunes. Et cette jeune femme, hein, voulait, après avoir pris des cours de théâtre dans une MJC, je crois, devenir une comédienne. Alors c'était triste, hein, elle venait plein d'espoir. Bien sûr, là-dedans, il y avait des personnages pittoresques. Je me souviens d'un Clodo, très sympa, avec qui j'avais sympathisé. Le mec devait avoir la cinquantaine, donc il devait avoir mon âge à l'époque, mais beaucoup plus habillé, puisqu'il devait être un peu alcoolique, et qui me disait, en arrivant avec 3 toiles pourries sur le bois, sous le bras, il disait, ah, regarde ces connards, et il arrivait avec 3 toiles blanches sur lesquelles il avait mis des taches jaunes, il leur dit, je leur dis que je suis artiste, hein. Et comme ça, les mecs, ils continuent à me verser mon RSA, mon RMI à l'époque, hein, et comme ça, j'ai pas à me justifier de stage, parce qu'on est obligé de faire des stages, hein, des stages de formation. Si on refuse, par exemple, un stage, on ne percevrait plus le RMI. Et le gars avait trouvé un moyen, en se disant artiste, pour, en fin de compte, continuer à percevoir son RMI, donc son RSA, qui à l'époque était quand même surveillé. Et puis il allait dans ces associations, dans ces associations bidons, regarde-moi ces connards, moi j'y vais, je leur raconte n'importe quoi, je leur dis que je suis artiste, ils me croient, alors que bien sûr, le mec était un clodo alcoolique, hein, qu'on n'avait rien à foutre, mais qui avait trouvé le moyen de se faire passer pour un artiste pour continuer à toucher son pognon. Personnage pittoresque, personnage sympathique, qui avait le mérite d'être objectif et de comprendre la réalité. Mais voilà, ces associations vivent sur la misère des gens en leur faisant croire, bien sûr, qu'ils vont réussir et qu'en présentant bien un CV et qu'en se présentant d'une certaine façon, ils réussiront leur carrière artistique. Bien sûr, ces associations n'ont aucun but réel de les faire réussir dans la vie, car ce ne sont en général que des paumés, hein, des pauvres gens qui n'y en nulle part. La France est un pays de caste, hein. On ne monte pas comme ça, et surtout pas en allant se former dans des associations. Ces associations n'avaient comme but que de faire vivre les gens qui étaient les directeurs et les employés de ces associations. Donc c'était une arnaque, en fin de compte, à l'argent des contribuables. Petite arnaque, parce que ce ne sont pas de grands voleurs, ce sont de petits voleurs, mais il y en a tellement qu'au bout d'un moment, ça grève et ça finit par peser lourd sur le dos des travailleurs de la classe moyenne qui payent justement pour calmer
ces gens qui ne peuvent pas s'intégrer, à qui on ne laisse aucun espoir d'ailleurs. Mais ces associations sont des petits voleurs, mais il y a des associations qui sont des associations de réels gangsters, gangsters qui ne savent pas qu'ils sont des gangsters, bien sûr, ils pensent qu'ils font des choses, ils le savent quand même, ils pensent qu'ils sont légitimes, alors qu'en vérité, ils volent des millions d'euros, ce ne sont pas des petites associations, ce sont des gens qui tirent des millions et des millions d'euros à l'État français, c'est-à-dire en vérité pas à notre gouvernement, mais aux travailleurs, donc à nous tous qui travaillons et qui payons des impôts. Une grosse arnaque que je voulais citer, c'était l'arnaque de certaines associations connues antiracistes. Je ne citerai pas les noms, bien sûr, pour éviter des problèmes, parce qu'ils ont une énorme puissance, et je ne veux pas risquer quoi que ce soit, donc on va dire que cette histoire est fictive, qu'elle est sortie de mon imagination, mais je vous explique un peu comme ça, comme la façon dont ça se fait. Une association, par exemple, anti-raciste, donc sûrement fondée à la base par des gens de conviction qui veulent lutter contre le racisme. Donc ces gens-là, au bout d'un moment, ont compris, ou les gens qui viennent ensuite, par la suite, chez eux, comprennent que malheureusement, c'est un magnifique système pour tirer de l'argent à l'État en justifiant une cause, un combat pour une cause juste, tout simplement. Donc, ces gens-là sont dans une association antiraciste, et pour vivre grassement sur le dos de l'État, ils doivent trouver, justement, des gens à combattre. Donc, quand ils ont trouvé des gens à combattre, leur but, ce n'est pas de les détruire, car si vous les détruisez, vous perdez ce qui vous rapporte de l'argent, mais c'est de tout le temps maintenir ce combat avec ces gens-là pour des gens qu'ils considèrent comme racistes, sans les écraser complètement, pour continuer à tirer de l'argent de l'État. Alors comment ils tirent de l'argent de l'État? En justifiant justement la découverte d'individus racistes qui, par leurs propos, leur façon d'être, et par ce qu'ils véhiculent par le verbe, seraient censés détruire les fondements égalitaires de la société. Mais bien sûr, il ne faut pas les détruire totalement, autrement on risquerait de perdre notre revenu. Donc, ils vont les attaquer par la justice, avec des avocats. Ces avocats et ces juristes qui vont être employés pour attaquer ces gens considérés comme racistes seront payés une fortune. Bien sûr, on surpayera les gens qui font ces gens-là, qui en général font partie de votre famille ou de vos amis, qui sont vos femmes, vos enfants, qui sont leurs femmes, leurs enfants, leurs maîtresses, leurs amants, j'en passe, et des meilleurs, qu'ils vont surpayer dans des, on va dire, dans des attaques judiciaires qu'ils vont facturer énormément et que l'État va rembourser. Donc ils vont surfacturer le fonctionnement de leur association antiraciste pour pouvoir vivre grassement sur ce que leur donne l'État. L'État qui est quelquefois dupe, mais qui est souvent au courant de ce qui se passe, car bien sûr, ils ont des relations, souvent des relations familiales, ou des relations associatives ou de réseau avec les associations et avec les membres de l'État, ce qui permet justement de dégager beaucoup d'argent de l'État dans des combats antiracistes en se trouvant, par exemple, je ne sais pas moi, un polémiste, un essayiste célèbre ou un comique comme cible qu'ils attaqueront en faisant bien sûr bien attention de ne pas totalement les détruire, car ils perdraient à ce moment-là leur manne, ils perdraient l'argent qui vient de l'État pour les attaquer. Donc nous sommes dans un système où des associations qui à la base sont des associations qui sont faites avec un réel besoin de lutter contre l'inégalité et le racisme, deviennent en fin de compte des espèces d'organisations mafieuses pour tirer beaucoup d'argent sur le dos des contribuables. Alors bien sûr, ces polémistes ou ces comiques peuvent eux-mêmes jouer sur ce système
en se faisant passer pour des victimes, ou en étant des victimes volontaires qui, bien sûr, à la base, il y a peut-être des fois un réel combat contre une cause qu'ils croient juste, hein, mais qui, à la fin, devient, comme ceux qui les combattent, un moyen pour eux de gagner leur vie sur la polémique et sur l'opposition. Mais même si ces polémistes, ces comiques et ces associations antiracistes se nourrissent les uns des autres, il faut bien savoir que les unes sont beaucoup plus, on va dire, illégitimes que les autres, et vous allez comprendre pourquoi. Même si, par exemple, un comique ou un polémiste font exprès, des fois, de continuer à dénoncer certaines choses, de 100 fois les dénoncer alors qu'ils les ont déjà dénoncées une fois, pour continuer à vivre sur ce système en étant attaqués, victimisés et générer par ça de l'argent, par une visibilité donnée par leur polémique, hein, ces gens-là ne volent pas d'argent à l'État français, ils ne prennent que de l'argent et ils ne vivent, en général, que par les gens qui les soutiennent volontairement. Alors que, malheureusement, ces associations antiracistes, alors il y a des associations réellement, je le redis, hein, antiracistes avec des gens de conviction, mais malheureusement il y a aussi une espèce de système mafieux. Hein. C'est certaines de ces associations, pour pas dire beaucoup, mais certaines de ces associations antiracistes ont quelque chose de mafieux dans le fait qu'en fin de compte, elles se maintiennent en place, non pas pour réellement combattre le racisme, mais pour continuer à percevoir de l'argent d'État, qui en fin de compte, l'argent des contribuables, qui ne leur donne pas de bon cœur, et c'est souvent une arnaque mise au point par un ensemble de personnes pour vivre sur un système, pour vivre faussement, en fin de compte, pour faire un faux combat, pour continuer à vivre, pour faire vivre leur famille, tout simplement, hein, pour vivre sur le système. Donc ces gens sont beaucoup moins légitimes, puisque les contribuables ne leur donnent pas de bon cœur leur argent. Cet argent est, entre guillemets, volé aux contribuables pour faire vivre des gens qui combattent des causes censées être justes, en surfacturant des juristes, des avocats et des frais en tout genre pour vivre la belle vie. Voilà, petite vidéo pour dénoncer un système français. Je ne dénonce pas, vous avez vu, je ne donne pas de nom, je ne dénonce pas particulièrement des gens. Je vous explique les systèmes et j'espère que vous comprendrez que même si tout ça est un jeu cruel, certains ne volent pas, vivent peut-être sur la polémique, mais ne volent pas, alors que d'autres, en vivant sur la polémique, volent l'argent des contribuables. A bientôt, c'était Fred Delavier.